Le 5 novembre 2024, les Américains se rendront aux urnes pour choisir leur 47e président. D'un côté, la vice-présidente Kamala Harris, candidate du Parti démocrate, et de l'autre, Donald Trump, ancien président et candidat républicain, espèrent chacun marquer l'histoire une fois de plus. Dans cette course électorale où chaque vote compte, les enjeux sont colossaux et les stratégies des candidats semblent bien affinées. On en parle dans l'invité du journal. Dans cette page, nous recevons Dr Samuel Maté, économiste expert en politique américaine depuis Washington, D.C. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir Zénab, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ouais, ça va très bien. Contente de vous recevoir et de parler des élections présidentielles américaines. Plaisir partagé, toutes mes salutations à vos auditeurs et à toute l'Afrique et à la Côte d'Ivoire surtout. Alors, docteur, nous sommes pratiquement à la fin de la campagne présidentielle américaine, à 48 heures du vote. Quelle analyse vous faites de la campagne des deux candidats, du républicain Donald Trump et de la démocrate Kamala Harris? Ben, écoutez, la campagne a été jauchée de plusieurs incidents, hein. Nous avons eu l'incident de Trump sur qui on a tiré au niveau de son oreille, et puis après, il y avait eu également un tir pendant qu'il jouait du golf. Ça a été une campagne spéciale pour plusieurs raisons. C'était une première fois, le candidat se retire en faveur du vice-président en plein milieu de la campagne, en plein milieu de la campagne. Et puis évidemment, un ancien président qui revient, donc avec plein de rebondissements. C'était une campagne assez spéciale. Et encore une fois, on a une femme qui se présente comme candidature après Hillary et puis après quelques femmes dans le passé. Et on se dit que est-ce que les Américains sont prêts maintenant à élire une femme comme présidente des États-Unis? Et c'était ça aussi la grande question. Et la campagne était plus engagée cette fois-ci parce que les enjeux sont énormes entre continuer avec les démocrates et leur politique sociale ou bien retourner à un système républicain avec Trump. Une campagne spéciale, on retiendra ça. Dites-nous concrètement quels ont été les arguments des deux candidats. Bon, les arguments ont été, n'ont pas vraiment, l'aspect économique, etc., n'a pas tellement prospéré. On l'a vu et que ça a été jonché d'attaques personnelles à plusieurs reprises. Et le grand argument de Trump était, ben, écoutez, vous nous dites vous allez faire ça et ça, Kamala et Walz, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait durant les 4 ans de présidence que vous avez eus? Ça, c'était le grand argument de Trump. Tandis que le grand argument de Kamala a été plus dans le sens d'attaquer Trump sur sa personne même, sur les scandales qui ont émaillé, sur les mensonges, les demi-vérités de Trump, donc de s'attaquer à sa personne. Donc, on s'est plus retrouvé dans une campagne où les grands enjeux n'ont pas aussi été discutés que ça. Il faut dire aussi, c'est parce qu'on connaissait ces grands enjeux. On connaissait la posture de chacun sur ces grands enjeux, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le Medicare, l'assurance maladie universelle, et ainsi de suite. Donc, la campagne s'est plus focalisée sur des attaques personnelles, avec l'attaque personnelle sur le caractère même de Trump et l'attaque sur Kamala, sur son charisme, ainsi de suite. D'accord, vous l'avez dit, plusieurs sondages donnent Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude. Que valent ces sondages? Ben, écoutez, les sondages, il faut comprendre une chose, hein, c'est pas le 5 novembre, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est pas le 5 novembre que se passent les élections, hein. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le 5 novembre, c'est ce qu'on appelle le vote populaire. Le vote populaire, on a environ 170 millions d'Américains, 200 millions d'Américains qui vont voter, mais ça, c'est le vote populaire. C'est pas ça qui choisit le président des États-Unis.
Le président des États-Unis est choisi par ce qu'on appelle le collège électoral. Et le collège électoral est fait de 538 Américains qui sont sélectionnés à chaque présidence. Ils sont sélectionnés au hasard, ils sont votés. Et chaque État américain a un nombre d'électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, et a un nombre de grands électeurs qui est la même chose que le nombre de représentants qu'ils ont au Congrès, au Sénat. Donc, si vous avez trois représentants au Congrès, au Sénat, un État, vous allez, par exemple, présenter trois grands électeurs. Et l'ensemble des États-Unis fait à peu près 538 grands électeurs. Et la véritable élection américaine se passe le 17 septembre, pas le 5 novembre. Le 5 novembre, c'est juste un vote populaire, comme je le disais. La vraie élection se passe le 17 décembre. Le 17 décembre, les grands électeurs, les 538 grands électeurs se réunissent et choisissent qui deviendra le prochain président américain. Et donc, quand ils choisissent, et la différence est de une personne, un grand électeur. Donc, ce qui fait que si vous divisez 538 par 2, ça vous fait à peu près 269. Donc, celui qui a plus de 270 devient alors le président des États-Unis. La question qui se pose après, c'est, mais comment est-ce qu'on choisit ces grands électeurs? Ces grands électeurs sont, le choix des grands électeurs dépend des États. Dans certains États, on demande aux deux grands partis de fournir une personne chacune, ou bien c'est le gouverneur, dans d'autres États, c'est le gouverneur de l'État qui désigne les grands électeurs. Mais il y a des critères quand même, c'est-à-dire qu'un grand électeur doit être approuvé par un comité qui se dit que cette personne représente, et ça change à chaque fois, ce n'est pas la même personne, cette personne représente l'Américain moyen. Et ce grand électeur, ça peut être une femme de ménage, hein, ça peut être une femme de ménage, ça peut être un comptable dans une petite société et tout. Personne ne sait à l'avance. C'est ça qui rend les élections américaines un peu plus complexes. Merci pour la précision. Alors, le vote populaire, vous l'avez dit, le 5 novembre, quel est le scénario possible selon vous? Bon, le scénario possible, il faut dire que Kamala et Trump se retrouvent coude à coude. Ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est qu'il y a eu dans le passé des tendances, des sondages qui ont donné X vainqueur. Par exemple, et quand Trump a gagné la première fois, tous les sondages le donnaient perdant. Pratiquement tous les sondages le donnaient perdant, mais il a gagné par contre. Donc, les sondages comme on le dirait en politique, ça ne tient qu'à celui qui croit aux politiciens. Donc, c'est un peu la même chose. Les sondages donnent une idée, mais ne sont pas toujours vérifiés sur le terrain. Pour le moment, deuxième chose à comprendre, c'est que les sondages dépendent de la proximité avec le parti. Donc, les instituts de sondage qui sont proches des républicains donnent Trump vainqueur. Les instituts de sondage qui sont proches des démocrates donnent Kamala vainqueur. Mais dans l'un comme dans l'autre, ce qui est intéressant, c'est que la marge n'est pas très énorme, au fait. C'est-à-dire que les deux types d'instituts de sondage, que ce soit les instituts qui soient proches des républicains, que ce soit les instituts qui soient proches des démocrates, les deux reconnaissent que ce n'est pas une victoire éclatante, mais ça sera une victoire très serrée entre 1 et puis 3% environ. Maintenant, au niveau national, les instituts de sondage qui se disent indépendants donnent Kamala vainqueur avec 1%. C'est-à-dire qu'on a Kamala qui est à 48% et on a Trump qui est à 47%. Donc, mais comme on le sait, il y a ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire qu'il y a il y a des États qui peuvent changer rapidement d'opinion ou qui déterminent comment les autres votent aussi. Donc, les gens observent ces États et la manière dont ces États votent un peu, on dirait que les autres États, les autres grands électeurs s'alignent sur cela. Donc, voilà les choses qu'il faut savoir. D'accord, on attend donc de voir Dr Samuel Maté. Nous vous disons merci pour votre éclairage. C'est mon plaisir. Et je rappelle que vous interveniez depuis Washington, D.C. Merci, Zeneba. Merci à vous également. Et nous